heureuse de vous retrouver, mesdames et messieurs, en ce mercredi. La formule est déjà consacrée, mercredi sur WebPress. Aujourd'hui, je suis entourée de mes estimés confrères, Pascal Oonjo de Canal Kin Télévision. Bonjour Pascal. Bonjour Paulette. Nous avons déjà basculé à la TNT depuis le 17 juin. J'espère qu'on retrouvera Canal Kin quand ce sera vraiment opérationnel. Nous espérons, mais seulement il faudrait souligner que c'est mal parti déjà. Et vous savez que Canal Kin et la RTC ont été frappés. En tout cas ensemble, au jour d'aujourd'hui, on ne comprend pas. On a libéralisé ou on a permis que le signal de la RTC soit opérationnel, mais Canal Kin jusqu'au jour d'aujourd'hui. RTC a déjà repris. Oui. Vous n'allez pas ignorer que Monsengo a plaidé auprès du chef de l'État quelques jours après. Le signal est revenu, mais Canal Kin, comme le MLC refuse. Et voilà, jusque-là, nous subissons. Et c'est l'occasion de faire comprendre maintenant à ces autorités, peut-être qu'ils ne comprennent pas, qu'il faut faire la séparation. Il faut démarquer Canal Kin du MLC. En fait. Canal Kin, c'est la propriété privée de la famille Bemba. Le MLC, c'est un mouvement, c'est vrai que c'est un parti politique, c'est vrai que l'autorité c'est Bemba, mais ça n'a rien à voir avec le parti. Avec les deux. Ils font la confusion et voilà aujourd'hui ils nous font subir simplement parce que le MLC refuse le dialogue. Israël Moutala, très heureuse d'être avec vous, une intelligence raffinée de mon pays. La TNT est là, hein. Bon, c'est vrai qu'on nous a octroyé 6 mois pour que toutes les chaînes se mettent au diapason, hein, parce que même Jeune Afrique d'ailleurs l'a titré aujourd'hui, le rendez-vous du 17 juin pour la TNT en Afrique, ça a été quasiment un échec parce que plusieurs pays n'ont pas basculé du tout officiellement dans la TNT. Mais d'ailleurs, beaucoup de mes followers me disent que les chaînes qu'ils captaient sur la TNT, après le basculement officiel, ils ont perdu, ils ne captent plus ces chaînes-là. Peut-être que les autorités peuvent revoir un peu la bande. Moi, je ne suis pas trop technique. La bande où passaient ces chaînes-là, genre Télé 50, Raga et tout, ils les reçoivent plus. Mais les uns reçoivent, les autres non. Donc, ils peuvent encore revoir cette affaire de la TNT. Voilà. Toi, tu as la TNT chez toi? Non, tu n'as pas encore acheté un poste télévision? J'ai pas de TNT. Je suis sur les chaînes congolaises, je les capte en clair. Et je suis sur, pour ne pas faire la publicité, j'ai un bouquet d'un de fournisseurs de programmes au pays, voilà. Mais pour l'instant, j'ai pas vu de grands bouleversements. Donc j'ai vu Mende parler, j'ai vu le responsable de la TNT parler, mais dans le paysage audiovisuel congolais, j'ai pas vu de bouleversement. Je ne vois pas cette mutation. Je vois, c'est trop flou tout ça pour moi. Quel est en fait l'apport de c'est vrai que nous qui sommes dans le domaine, nous comprenons peut-être l'apport ou le bouleversement qu'apporte la TNT, mais le Congolais lambda, qu'est-ce que ça apporte la TNT en fait? L'avantage de la TNT? On parle de la belle image, et peut-être que ça va changer la qualité de l'image, alors comparativement à ce que nous avons aujourd'hui. Aussi l'esprit de la compétition, peut-être que nous n'étions pas trop compétitifs. Alors est-ce que cette fois-ci nous ferons l'exception, nous serons trop compétitifs? Je ne sais pas. Mais sinon, c'est simplement l'évolution, comme le monde évolue. Nous devons également subir cette évolution. On ne sera pas resté à la traîne. Mais le mal, c'est qu'en Afrique, les pays africains voulaient en faire un problème exceptionnel. Alors, si vous aviez vu comment l'information était venue d'abord au départ, même le ministre des Médias s'est contredit. Au départ, c'était qu'il y aura une date catégorique, on ne sera pas dépassé. Mais avec le temps, il a compris que ce ne sera pas possible. Aujourd'hui, nous allons probablement jusqu'à la fin de l'année pour qu'on connaisse alors le basculement total. Mais on va voir qu'est-ce qui va se passer. Est-ce qu'il y a un pays, mais vous questionnez le monde, est-ce qu'il y a un pays où c'est exclusivement TNT dans le monde? Bon, la question de la TNT, c'est une question qui ne me passionne pas beaucoup. Ah, ok. Et donc ça veut dire qu'ils ont dit tout simplement que les avantages étaient le fait d'avoir une meilleure qualité d'image, une meilleure qualité de son. Après, ils ont dit aussi une meilleure qualité de programme. J'en doute fort parce que je vois, moi par exemple, j'ai des chaînes sur mon bouquet de tous les pays limitrophes, l'Angola, le Tchad, le Rwanda. Il n'y a rien d'extra, hein, en fait. Il y a rien d'extraordinaire. Ça ne me plaît pas et je ne les suis jamais, je ne les suivrai jamais. Donc voilà, bref. Ceux qui suivent ça, c'est peut-être ceux de la diaspora en nostalgie de leur pays. Mais la diaspora, ça veut dire que la question a été plus ou moins résolue parce que je vois que d'autres chaînes ici, on les suit sur Internet. Et
voilà, ça veut dire qu'on peut mettre tous les programmes d'une chaîne, on les met sur Internet. Voilà pourquoi la fibre optique, nous en avons vraiment besoin. Vraiment besoin. Parce que, Et où on en est avec ce dossier de la fibre optique? Parce que j'ai appris cette fois-ci qu'on va lancer un satellite. On a payé nos arriérés dans une institution de télécommunications africaine ou mondiale. On a apuré nos arriérés. On en est où avec le dossier de la fibre optique? Toujours dans l'enquête se poursuit dans la commission? C'est une aventure. Je crois que l'enquête... Quelle enquête d'abord? Je ne sais pas s'il y a une enquête aujourd'hui. C'était une aventure de mauvais goût. Jusqu'au jour d'aujourd'hui, nous attendons voir qu'est-ce qui va se passer. On a suivi l'Assemblée nationale qui avait siégé sur la question. Est-ce qu'il y aura une suite favorable? On continue à attendre. Ce n'est pas la première fois que nous attendons des choses comme ça sans suite. On va voir. Aujourd'hui, vous avez évoqué la question des satellites. Ça, c'est une autre aventure également. J'ai vu ça d'ailleurs. Je ne sais pas si nous faisons, ou nos politiques font la politique spectacle, ou ils sont vraiment sérieux. Est-ce qu'aujourd'hui, la priorité pour les Congolais, c'est des satellites? Je me pose la question. Mais dès lors que vous n'êtes pas en mesure de trouver solution à la question de l'électricité, question de l'eau, les besoins élémentaires, vous n'êtes pas en mesure de trouver solution. Et vous rêvez maintenant les questions complexes qui demandent non seulement de la technicité, mais également de bonnes intelligences, parce que nous estimons qu'aujourd'hui, ce qui nous gère, question de l'intelligence, elle les échappe. Et peut-être aussi la mauvaise volonté. Mais si cette fois-ci, ils feront l'exception, avoir l'intelligence et la bonne volonté pour qu'on nous amène le satellite, ce sera une bonne chose et nous attendons. Mais sinon, ça semble d'être une utopie pour le pays. Voilà, nous allons prendre le thème vraiment d'actualité, c'est le guerre de leadership dans les institutions. Forum Nesas nous dit aujourd'hui un faux procès contre Minakou. Voilà, et il y a le palmarès d'ailleurs qui est un peu plus clair, qui nous dit carrément que Kabila tente de réconcilier Kengo et Minakou face aux divergences entre Kengo et Minakou. Joseph Kabila aurait prévu d'organiser en début de semaine une réunion interinstitutionnelle en vue d'harmoniser les points de vue discordants entre les deux présidents du Parlement. Alors, Israël Moutala, un fait limier, qu'est-ce qui divise? Qu'est-ce qui divise ces deux présidents des chambres de l'Assemblée de l'Assemblée nationale? Merci, mais j'aimerais placer juste un petit mot au sujet de l'Union africaine de télécommunications. C'était l'Union africaine de télécommunications. Okay. Ouais, j'ai vu que Thomas Louaka a fait publier un communiqué sur le fait que la RDC a apuré une dette de 450 000 $. Bon, d'abord, j'ai dit que c'est ridicule pour la RDC d'être endettée à hauteur de 450 000 $. Et puis, une fois apuré, de faire une publicité autour de ça. C'est une honte, de toute façon. C'est des choses qui doivent se faire de manière discrète et tout ça. Et je vois aussi qu'ils réclament le rapatriement du siège de l'UAT ici, en RDC. Mais je pense qu'on n'a pas encore les moyens. Si on n'arrivait pas à payer des factures de 450 000 $, comment est-ce qu'on va offrir un siège ici? Donc voilà. Écoutez, soyons modestes d'abord. Soyons modestes. On demande d'abord ici au Congo que les gens mangent à leur faim, qu'ils envoient leurs enfants à l'école, qu'ils se fassent soigner, qu'il y ait de routes, de l'eau. Et l'électricité surtout. L'électricité surtout qu'il n'y a pas dans ce pays. Alors vous avez des gens qui viennent, oh non, le satellite. Bon, satellite, est-ce que la RDC a les moyens de mettre un satellite sur orbite? Non. Bon voilà, est-ce que c'est une coopération? Ça ne s'est pas permis de rêver Non, il faut que les rêves soient ordonnés. On peut voir loin, non? Il faut que les rêves soient ordonnés. Mais pour voir loin, mettez les Congolais en situation justement de bâtir leur grandeur. Mais ils ne sont pas encore en situation de bâtir leur grandeur aujourd'hui parce qu'ils ne mangent pas leur faim, parce que la plupart sont déplacés dans leur propre pays. Vous avez vu les conflits qu'il y a au Katanga entre les Pygmées et les Bantous. Vous avez vu toutes les guerres qu'il y a. Vous avez vu en Ituri, tout ça, tout ce qu'il y a comme déplacés, tout ça. C'est ça les basiques. D'abord, sécurité partout. Et puis, accès à l'éducation, accès aux soins de santé. Et le basique, on ne demande pas à notre gouvernement des trucs compliqués. Parce que d'abord, les trucs élémentaires, ils sont incapables de les réaliser. Donc, concentrons-nous d'abord sur les trucs élémentaires. Alors, voilà. Qu'est-ce qui va nous rapporter ces satellites? Ça nous coûte combien? Et voilà, même si c'est une coopération, les gens qui nous apportent des capitaux, c'est à nous de décider de leur affectation. Maintenant, nous avons besoin de routes d'abord pour nos paysans, pour qu'ils évacuent leur production. On a besoin de choses basiques, élémentaires, bon sang. Que les gens n'arrêtent pas de nous distraire avec satellites par-ci, appurement d'une dette par-là. Ok. Par rapport à cette guerre de leadership, qu'est-ce qui divise les deux présidents des chambres du Parlement congolais? Bon, d'abord, ils ont une vision qui n'est pas la même par rapport à la suite du processus électoral. Vous avez suivi Kengo, qui a dit que la question
la question budgétaire liée au processus électoral peut être résolue en faisant en sorte que toutes les élections le soient en une seule fois. Ça veut dire que les provinciales, les municipales, les locales et les urbaines, ainsi que les présidentielles et les législatives, on peut faire une seule élection au lieu de faire deux ou trois élections successives. Donc c'était ça l'idée de Kengo, de regrouper justement un package des élections. Et même Kengo aussi favorable aussi d'une certaine manière, peut-être qu'on puisse repousser surtout les locales, les urbaines et les municipales. C'est pas pour qu'il reste à la tête du Sénat. Il va faire 3 mandats, Pascal Ondje. 15 ans à la tête du Sénat, c'est quand même trop. Mais le problème, pourquoi? Mais justement, il n'a pas dit qu'on repousse les provinciales. On n'a pas dit qu'on pousse seulement les locales. Les locales, les urbaines. Mais même si on pousse, les provinciales, même si on repousse les provinciales, parce que les provinciales devaient avoir lieu à la fin de cette année, je crois en octobre par là, il devait avoir lieu cette année-ci, et puis justement l'élection du Sénat, je crois vers janvier ou février de l'année prochaine. Mais bon, on peut encore, si on estime qu'on n'a pas l'argent pour justement faire plusieurs scrutins, on les regroupe. Parce que même si avec le nouvel calendrier, il est encore là jusqu'à l'année prochaine, le temps de la passation, de la validation de pouvoir. Donc il est encore là jusqu'au moins à mars de l'année prochaine. Donc s'il peut rester encore 6 mois, où est le problème? Mais la faute, c'est ce que nous-mêmes, nous ne sommes pas sérieux en termes de gouvernement par rapport à la régularité des cycles électoraux. On n'a jamais demandé à rester là. C'est vrai que c'est qu'on n'a jamais demandé à rester là, mais peut-être, comme on dit souvent en République démocratique du Congo, c'est manque de volonté politique. Peut-être que ça les arrange aussi de rester comme ça. 3 mandatures gratos avec les frais de l'État. À qui profite le crime, si je peux me permettre l'expression. Mais qu'est-ce qui divise ces deux leaders, au fait, de notre pays? C'est quand même 2 grandes institutions, l'Assemblée nationale, le Sénat, mais qui ont des sons discordants. C'est un peu l'image de la RDC qui est un peu floué aussi dans cette histoire. Très bien dit, mais ici c'est que Kengo est tellement réaliste, parce qu'il a dit que j'ai vu les budgets, ou les projets de budget souvent présentés par le gouvernement, j'ai essayé d'analyser, je n'ai pas vu là où on a prévu, en tout cas des bons montants pour organiser les prochaines élections. Mais pour Minakou... Qu'est-ce que Minakou dit au fait? Tout est en ordre. Tout fait prêt. Nous serons à mesure d'organiser toutes les élections, y compris mais curieusement aussi, les locales, on fait toutes les élections pour Minakou. Un autre argument s'ajoute, on dit il n'y a pas d'élection plus importante que les autres. Ça c'est trop grave. Et pourtant, nous avons organisé les élections en 2006. On a organisé les élections en 2011 également. On nous a fait voir qu'il y avait des élections plus importantes que les autres. Pour preuve, en 2006, on n'a pas organisé les élections municipales, urbaines et locales. 2011, on n'a pas organisé. Mais la politique est dynamique, mon cher Pascal. On s'est peut-être rendu compte de l'erreur. On veut changer, on veut donner de l'importance au local et au provincial. Mais oui. Là, c'est trop grave qu'ils on nous a dit que non, que les erreurs, l'histoire nous enseigne quand même que les erreurs du passé, on ne peut pas revenir dessus. Donc, on n'a pas organisé en 2006, en 2011, mais pourquoi pas en 2016? Pourquoi pas rattraper ce retard? Qu'on ait un langage alors humble. Vous dites que la fois passée, nous n'étions pas, en tout cas sincères, vis-à-vis de la population. Maintenant, au regard du temps, nous avons changé. Et parce que nous avons changé, nous vous faisons comprendre qu'il y a des élections, il n'y a pas d'élections importantes que les autres. Là, on va comprendre. Mais lorsque vous-même, vous connaissez que par le passé, vous n'aviez pas organisé... Vous savez la raison qu'on évoquait en 2006? Pas d'argent. On n'avait pas assez d'argent pour organiser les élections municipales, urbaines et locales. Mais au jour d'aujourd'hui, la question d'argent se pose. Vous avez suivi Kengo parler de l'argent, dire qu'il n'y a pas assez d'argent pour organiser les autres élections. Même lorsqu'il faut analyser aujourd'hui le calendrier de la Commission électorale nationale indépendante, Paulette. Mais c'est un problème très sérieux. Vous savez, c'est depuis qu'on allait déposer les candidatures pour ces élections municipales, urbaines et locales. Depuis le 22 mai. Avril. Non, mai. On devait clôturer déjà. On allait commencer à déposer. Mais aujourd'hui, vous avez suivi la CENI vous faire la communication également qu'on avait reporté ces élections à une date ultérieure. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que le calendrier aujourd'hui a connu, n'est-ce pas, un changement, en tout cas, qui nécessite qu'on soit sincère et reconnaître qu'on ne saura pas organiser ces élections, sinon ça va repousser les autres élections. Et c'est comme ça que les autres se battent. Entre autres, ceux du pouvoir, il faudrait qu'on commence par ces élections, parce que lorsqu'on va commencer avec ces élections, on va repousser et nous irons au-delà de 2016. C'est ça, le fameux glissement dont on ne veut pas entendre parler. C'est simplement le plan. Bon, le concept, peut-être qu'il est trop politique, mais on voudrait dépasser 2016 sans qu'on ait l'élection présidentielle. Nous sommes des intelligences, Israël Moutala, Pascal Ondje. Parlons en général des élections en Afrique. On se rend compte, Israël, qu'en Afrique,
il n'y a pas d'argent. On trouve toujours des prétextes. Il n'y a pas d'argent, ça crée des tensions en Afrique, les gens meurent pour les élections. En fait, les élections, ce ne sont pas une... J'ai même lu ça quelque part, qu'on n'a pas besoin des élections, on a besoin quelqu'un a dit une phrase, là, on n'a pas besoin des élections, on a besoin de la reconstruction. Voilà, une belle phrase dite sur Internet. Alors, on se pose la question, Israël Moutala, est-ce qu'on ne peut pas trouver autre chose pour les élections en Afrique? Parce que ça ne sert à rien. Combien de morts à cause des élections en Afrique? Mais le problème n'est pas, les élections ne sont pas un problème. On ne peut pas donner à un président africain 30 ans pour qu'on reste calme comme qu'on a vécu sous Mobutu. 30 ans, on est resté calme. Mais pourquoi va-t-on lui donner 30 ans? Pourquoi va-t-on lui donner 30 ans? Parce qu'il n'y a pas d'autres Congolais qui ont des idées neuves. On ne peut pas opposer les élections à la reconstruction. Pourquoi va-t-on opposer les élections à la reconstruction? Parce qu'il y a un lien qui a été établi par plusieurs études, que le développement, la reconstruction est tributaire du fait qu'il y a une bonne gouvernance. Or, les élections sont un ingrédient de bonne gouvernance. C'est pas la finalité, les élections dans un pays. Non, c'est pas une finalité. J'ai reçu un invité qui m'a dit ça. C'est vraiment pas la finalité. C'est pas une finalité, c'est vrai. On n'a pas dit que les élections étaient une finalité. Personne n'a dit ça. Les élections sont un moyen pour atteindre notre finalité qui est le développement. Parce qu'on a dit comment est-ce qu'on résout le problème. Parce que la République démocratique du Congo est une république. Elle appartient à tout le monde. C'est ce que signifie une république. J'ai le droit de regard par rapport à la façon dont on utilise l'argent, par la façon dont on le dépense, par la façon dont on le collecte. C'est ma cité. Donc, ce que de pense le Premier ministre, ça me regarde, c'est ma cité. Ce que de pense le Président de la République, ça me regarde, c'est ma cité. Comment est-ce qu'il affecte tout ça? Comment est-ce qu'il est rendu la justice? Tout ça, ce sont les problèmes de la République. Pourquoi est-ce qu'il n'y a pas de route? Pourquoi est-ce qu'il n'y a pas d'eau? Pourquoi il n'y a pas de courant? Pourquoi est-ce que mes enfants ne mangent pas leur faim? Pourquoi est-ce que mes enfants ne vont pas à l'école? C'est ça des questions qu'on se pose. Alors pour le résoudre, il y a plusieurs solutions. Il y a la solution Paulette, il y a la solution Pascal. Alors mais pour départir ces solutions, on dit quoi? On demande au peuple de se prononcer par rapport à toutes les solutions qui lui sont offertes. Au peuple seul de décider, voilà, moi je veux le projet de société de X, je veux le projet de Y. Et nous avançons. Mais le problème c'est quoi? Les gens qui organisent les élections les piègent. Ils ne veulent pas faire un processus électoral transparent pour que le peuple s'exprime librement. C'est ça toute la problématique. Les élections n'ont pas de problème. Pourquoi les élections ne posent pas de problème en France? Pourquoi elles ne posent pas de problème en Allemagne? Pourquoi seulement en Afrique? C'est parce que les dirigeants africains sont mesquins. Tout simplement, c'est clair. La pauvreté morale des dirigeants africains fait qu'ils piègent les élections. Voilà pourquoi toute la problématique, c'est autour des élections. Nous voulons quoi? Des élections régulières, de manière régulière. Nous voulons quoi? Des élections de manière transparente. Et c'est beaucoup demandé aux Congolais. Nous voulons quoi? Que tout Congolais qui a un âge de voter le fasse. C'est inscrit dans la Constitution noir sur blanc. On a eu plusieurs guerres dans ce pays. On a fait plusieurs forums. Et on se dit, on ne prendra plus jamais les armes pour combattre notre président. Jamais un président ne fera plus de 2 mandats pour donner aux autres aussi la chance d'exprimer leurs idées, leur plein potentiel. C'est ça les idées de la République. Mais si on ne respecte pas ces règles-là, mais comment voulez-vous? On ira de crise en crise. De crise en crise. On ira de crise en crise. Parce qu'on ne peut pas opposer. C'est vraiment une phrase qui a soulevé vraiment un tollé, un débat général, parce que nous sillonnons le net, nous vivons dans le net. En fait, l'élection, on n'a pas besoin d'élection en République démocratique du Congo, on a besoin de la reconstruction. Donc on ne peut pas opposer les élections à la reconstruction. Parce qu'on se rend compte aujourd'hui, il y a une genre de tension dans le pays. Les gens se demandent, en fait, si on va dans les aéroports, il y a des familles qui sortent aujourd'hui, hein, qui font fuir leurs enfants, entre guillemets. On a les nouvelles, on a l'impression que 2016 ressemblera, entre guillemets, vraiment à Capharnaüm. Est-ce qu'on a vraiment besoin des élections en Afrique? Est-ce qu'on ne peut pas passer outre, on vit tranquillement et on travaille? Nous prions très bien et nous sommes sûrs qu'en 2016, il n'y aura rien, il y aura du calme, que les gens se tranquillisent. Grâce au dialogue, peut-être. Oui, on va parler du dialogue, je crois. Il y a une expression, l'expression telle que l'argent qu'on dépense pour l'organisation des élections semble nous coûter cher. C'est ça. Est-ce qu'on ne peut pas mettre ça, on peut pas affecter ça ailleurs, Israël? C'est ça la question. Les milliards qu'on affecte aux élections, on ne peut pas les affecter ailleurs. Israël a bien expliqué. Israël d'ailleurs a bien expliqué parce que dès lors que nous avons, au moins qu'on dise qu'on ne sommes plus un État démocratique, qu'on dise qu'on ne sommes plus pour la démocratie, on se débarrasse maintenant de la démocratie, à ce moment-là, on va comprendre qu'on va esquiver les élections. Nous avons été avec Mobutu pendant tous ces temps. Après, nous oublions l'histoire très facilement. Mobutu n'aimait pas les élections sincères. Finalement, on ne l'a pas vomi. Et lorsqu'il y a eu conférence nationale, on s'est dit trop de choses. On n'était pas plus calme sous Mobutu. C'est vrai qu'on se pose la question, il n'y avait pas de guerre, on était calme, peut-être qu'on mangeait pas notre faim, mais on était plus calme sous Mobutu, sous le monopartisme. Il faut être clair. La problématique ici, c'est comment gérer. Quand vous bénéficiez le pouvoir du peuple, est-ce que vous faites pour que le peuple en question se retrouve? C'est là également le problème. Lorsque vous avez la marmite nationale, la répartition n'est pas égale.
la répartition est illégale. Vous créez de frustrations. Lorsqu'il y a ces frustrations-là, les conséquences, c'est comme vous êtes en train d'évoquer, des cas que nous ne pouvons pas accepter au jour d'aujourd'hui, on ne peut plus accepter au pays qui est guerre. Mais simplement, lorsque vous avez également portion du pouvoir, il faudrait, en tout cas, la gérer de manière sincère à satisfaire les besoins de ceux-là qui ont fait que vous soyez roi. Alors, si aujourd'hui nous devons refuser les élections parce qu'avec prétexte, il n'y a pas l'argent, et ce n'est pas vrai aussi, simplement parce qu'on n'a pas su économiser depuis tous ces temps, et nous sommes rattrapés par nos propres turpitudes, et comme, en tout cas, le chef a toujours raison, on avance des arguments qui font gober les bêtes telles que nous autres, et pour nous faire comprendre qu'il n'y a pas l'argent, et nous allons croire qu'il n'y a pas l'argent pour qu'on vous fasse confiance, vous continuez maintenant dans vos bêtises. Non, là, ce n'est pas sincère. Ou carrément, qu'on nous dise que le Congo aujourd'hui, nous ne sommes plus un État de démocratie, et nous allons choisir l'autre mode de gestion de l'État. Il n'y a pas de problème à ce moment-là. Ils vont assumer. Je reviens à la Mais question. sinon, l'argent de développement, c'est question de planning. Savoir différencier. Tel montant, nous allons faire telle route, nous allons faire le social, nous allons faire ainsi de suite. L'autre argent, nous épargnons pour les prochaines élections. Quand vous n'aviez pas prévu depuis 5 ans, en tout cas à la 5e année, c'est difficile. C'est impossible. C'est vrai qu'Israël, tu as dit que tu allais répondre, que ces élections doivent nous coûter à peu près des milliards, entre 1,6 milliard, quelque chose comme ça, des dollars. Est-ce qu'on ne peut pas affecter cet argent-là pour d'autres besoins, dont on dit primaires, basiques, qu'on nous retrace de route et qu'on arrange simplement? Parce que il y aura toujours contestation, il y aura des problèmes, il y aura chat échaudé. Les élections commencent à faire peur, même le terme élection en Afrique, ça commence à faire peur. Mais qui te dit d'abord? Qui te dit justement d'abord que cet argent sera utilisé à bon escient? Qui te dit ça? Parce que quand vous voyez peut-être 1 kilomètre de route, il en fallait peut-être 10. Quand vous voyez par exemple une turbine réhabilitée, peut-être qu'il en fallait 5. Quand vous voyez par exemple un hôpital construit, il en fallait peut-être 14. Mais le président d'ailleurs a porté plainte contre X contre la corruption. Donc vraiment cette fois-ci, ça y est, la machine est en marche. On va arrêter à tour de bras cette fois-ci. Bon, je ne vais pas parler de cette question, mais pour l'instant... Ah oui, mais Zolobambi est là pour lutter contre la corruption. Quand vous parlez des routes 10 à 1... Non, je suis en train de donner... Je suis dans la fraude. Je suis dans des hypothèses. La fraude est bien réelle en RDC. Nous sommes dans un pays de corruption endémique et systématique et systémique. La question de la pauvreté, de la corruption, je reviens. Je reviens d'abord sur la question qu'on veut opposer aujourd'hui le développement aux élections. Non, je dis ceci. Même les élections, parce que cet argent là-bas, ce n'est pas l'argent qui va se volatiliser. Ça veut dire que si on a une économie assez intelligente, l'argent sera recyclé ici. Parce que l'argent, les 1 milliard sur lequel il y a le fonctionnement de la CENI, c'est en termes de salaire. C'est en termes de frais de fonctionnement. Et donc, tout ça, il y a une bonne partie qui sera engloutie par ça. Quand c'est la sécurisation des élections, il faut payer des primes aux policiers et les déployer. Donc, il y a une partie, ce qui sera consommé par... Quand on dit 1 milliard, on ne les jette pas. Donc, c'est un peu la terminale. Rien ne se perd, rien ne se crée. C'est une partie de l'argent importante. Mais écoutez, parce que quand vous allez entrer dans une crise politique plus grave, ce sera grave. Parce que la plupart des frustrations qui se seront accumulées, et les gens n'auront pas les moyens d'évacuer électoralement, mais on va créer une guerre. Je vous dis ceci, je ne suis pas content de Goï Kassaï. Je fais quoi? Je ne suis pas content de Bamanissa. Je fais quoi? Je ne suis pas content de la gestion de l'Équateur. Je fais quoi? Je ne suis pas content de Kamisset Dobandoun. Je fais quoi? Dites-nous, on fait quoi? Il faut que quelqu'un qui est soi-disant éclairé nomme à sa guise pendant des années. On ne s'en sortira pas. Le problème, c'est de remettre le pouvoir au peuple et qu'à des intervalles réguliers que le peuple s'exprime. Si on peut dire que pour des raisons budgétaires, on n'a pas d'argent, d'accord, on peut peut-être, comment dirais-je, allonger le cycle électoral. Ça veut dire la périodicité, au lieu que ce soit 5 ans. Ça soit 10 ans peut-être. De 7 ans, de 10 ans. Mais peut-être. Là, c'est notre débat. Mais la loi actuelle, aujourd'hui, écoutez, même les gens qui sont au pouvoir aujourd'hui, comment ils sont venus au pouvoir? C'était pas les armes. Ce ne sont pas eux qui ont chassé Mobutu. Ils se disaient qu'il n'y avait pas de démocratie, n'est-ce pas? Le pouvoir, aujourd'hui, justement, c'est l'enfant de l'AFDEL. Ils ont pris les armes. Ils se sont alliés aux Rwandais et aux Ougandais pour chasser Mobutu. La guerre, tout ce qu'il y a comme désolation, c'est leur héritage, en partie. Et donc, on se dit, on arrête le cycle de la guerre. Quel est le seul moyen? Ce sont les élections. Je ne vois pas une autre voie. Je ne vois pas une autre voie. Je ne vois pas une autre voie. Donc, on arrête de nous opposer les élections au développement. Moi, je dis ceci. Le chef de l'État actuel aurait construit toutes les routes de la capitale, aurait réhabilité tous les hôpitaux, aurait modernisé toutes les écoles de la République,
ça ne lui donnerait pas le droit de se représenter. Non, pas de du passer la main, c'est l'alternance, ce sont les principes. Donc j'ai vu ce qu'a fait De Gaulle. De Gaulle a été chassé par les peuples français. En 58, je me rappelle bien. Alors, mais De Gaulle, c'est l'homme de la C'est le héros de la guerre. C'est le héros de la guerre, tout ça. Et voilà, le sacrifice de De Gaulle par rapport à la France, il est immense. Mais De Gaulle s'est effacé par rapport à l'histoire. C'est ça, les grands hommes doivent s'effacer par moment. C'est ça le problème. C'est vrai que l'histoire, comparaison n'est pas raison, Pascal Owondje, mais c'est quand même assez dur de voir que les élections en Afrique, vraiment, moi mes enfants me posent la question, maman, on va encore rester à la maison pendant une semaine, il y aura encore des armes qui vont crépiter en 2016. C'est vrai que les enfants, c'est l'avenir, c'est eux qui posent les questions. Maman, en 2006, c'était assez terrible, en 2011, c'était pas bien, en 2016, maman, on veut aller en Europe. Tu vois déjà que nos enfants réfléchissent comme ça, maman, en tout cas, nous en RDC, on ne veut pas, on veut partir en Europe. C'est vrai, le rêve congolais, pour nos enfants, ça n'existe plus. Pascal Owondje, donc, que doit-on faire, en tout cas, pour qu'il y ait des élections apaisées en République démocratique du Congo? Que doit-on faire pratiquement? J'aurais dit qu'en 2016, il n'y aura rien. Il n'y aura pas d'élection? Non. Ou la situation sera calme? Il n'y aura pas de trouble. On va organiser les élections dans la quiétude. Je sais que les gens, opposition comme majorité, se battent pour qu'il y ait paix au pays. Ils ne vont pas créer des problèmes, finalement. Qu'est-ce qu'il faut pour qu'on ait des élections apaisées? Qu'on soit d'abord sincère, qu'on ait la volonté politique, qu'on comprenne qu'aujourd'hui, si vous êtes au pouvoir, demain, ça peut être le tour des autres. Qu'on comprenne que le système démocratique voudrait dire l'alternance également. Vous êtes aujourd'hui, vous avez le mandat, et demain, c'est l'autre qui va venir, lui aussi va respecter son mandat. Va continuer ce que vous avez fait. Il faut comprendre qu'il faut respecter la Constitution. Il ne faut pas marcher sur la Constitution. Il faut également comprendre que le pouvoir qu'on a, c'est la volonté du public. Et il faut respecter maintenant ce public en question. Il faut comprendre que la CENI, c'est une institution indépendante. Et en même temps, que les acteurs de la CENI fassent le travail tel que veut la population et non tel que veut certains individus. Et c'est simplement lorsqu'on aura intériorisé ces aspects des choses que vous verrez que nous allons organiser des élections sans qu'il y ait des tensions. Parce qu'au jour d'aujourd'hui, entre pouvoir, ceux qui sont au pouvoir, et l'opposition, il n'y a pas une bonne tension. Les gens déjà, l'opposition, comme le dit le phare, l'opposition dit non à la session extraordinaire du Parlement. Le sujet principal, ça c'est le processus électoral et le calendrier électoral. Déjà, il y a un blocage qui ne dit pas son nom. On ne sait pas trop où on va aller si l'opposition ne siège pas pour cette session extraordinaire. Mais justement, on dirait que c'est l'épisode de janvier qui va se répéter. Parce que c'était, on se rappelle, il y avait une loi électorale, il y avait une loi portant modification de la loi électorale qui devait discuter. Les opposants, justement, soupçonnaient le pouvoir de préparer un glissement. Ils avaient boycotté cette session. Voilà, et ça avait conduit à la catastrophe de janvier. Donc aujourd'hui, nous sommes là avec une nouvelle session boycottée par l'opposition au motif qu'ils veulent voter la loi sur la répartition des sièges pour les élections locales, municipales et urbaines. Bon, nous sommes un peu dans l'impasse. Mais tout ceci, comme là je suis totalement d'accord avec Pascal, le problème c'est le respect de la Constitution. Vous avez par exemple un homme comme Freddy Matungulu. Dites-moi par quel moyen il peut rêver d'accéder une fois à la magistrature suprême, si ce n'est par les élections. Dites-moi. Il faudrait quoi? Que si on bloque, on met de côté la Constitution. Donc, comment on s'en sort? Non, il veut rencontrer le peuple, présenter son projet par exemple. Mais un homme comme ça, les Freddy Matungulu et d'autres, il y a plusieurs Congolais qui ont des ambitions, qui ont des projets, qui disent que le Congo peut être gouverné 1000 fois mieux qu'il ne l'est aujourd'hui. C'est leur opinion, et c'est leur droit. Et c'est leur droit. Et mais alors, pour départager ceci et cela, il y a les élections. Et pour que ces élections, il faut que ces élections soient crédibles et qu'elles soient transparentes. Pour que la voix de Paulette soit la voix de Paulette, qu'elle ne soit pas détournée. Que ma voix à moi, qu'elle ne soit pas détournée. C'est tout ce qu'on demande. Par rapport à cette session extraordinaire, risque de blocage déjà, l'opposition dit non, mais on se bat, le président de la République reçoit toutes les couches de la nation. D'ailleurs, Géopolis nous dit que va décider Joseph Kabila. C'est déjà la fin des consultations. Hein. Donc, comment mettre en place la machine à solution. Donc, le président doit nécessairement trouver une solution pour décanter cette situation, en fait. Permettez la tautologie. Pour cette session extraordinaire, si l'opposition refuse, s'il faut analyser encore à fond la question, je crois qu'elle a raison, je ne suis pas opposant, mais simplement parce qu'elle pense que organiser la session extraordinaire
c'est mettre autrement en priorité l'organisation des élections municipales, urbaines et locales. Alors pour eux, il faut décaler ces élections. Alors ce n'est pas opportun qu'on débatte maintenant sur ce projet de loi. Et j'ai eu même ce projet de loi la fois passée quand il a été déposé à l'Assemblée nationale de Paulette. On a sauté même mon territoire. C'est quel territoire? Territoire d'école dans la nouvelle province de Sankourou. Mon territoire n'existait pas, page 60. Il n'était pas là. Donc on a fait le travail dans la précipitation. Bon, ils ont retourné le projet. Et maintenant, il faut qu'on organise une session extraordinaire uniquement pour débattre de la question. Je me dis, il y a une intention qui n'est pas bonne. Si, en tout cas, on n'a pas l'argent, parce qu'il faut payer également les députés, il faut payer les agents, tout ça. Mais pourquoi ne pas économiser tout ça pour qu'on organise des bonnes élections à la longue? Parce que déjà maintenant, les autres refusent. Vous allez faire quoi? Le passage en force. L'opposition va refuser. Et vous allez débattre de la question maintenant à l'Assemblée nationale, la majorité majoritaire, la question va passer. Mais les autres vont dire, nous ne sommes pas engagés, n'est-ce pas, par rapport à cette loi. Et le problème va demeurer. N'y a-t-il pas moyen aujourd'hui qu'on mette, en tout cas, de l'eau très froide dans nos verres, dans l'air vert alors, pour que finalement on se dise, il s'agit du pays, il ne s'agit pas des intérêts égoïstes. Alors, comme il s'agit du pays, qu'on mette d'abord l'intérêt du pays au premier plan. Voilà, d'ici une semaine, nous allons célébrer le 30 juin 55 ans d'indépendance de notre pays. J'ai lu sur le net, quelqu'un a posté, il y a beaucoup de symboles qui vont être mis en exergue le 30 juin. Inauguration de l'hôtel du gouvernement, il y aura inauguration de l'aéroport modulaire, il faut bien expliquer à la population. Je crois que la fête de l'indépendance se fêtera à Matadi, dans la province du Congo central maintenant, c'est ça, Oui, Congo central. On doit s'habituer à chers téléspectateurs. Donc, les 55 ans, eh bien, ça y est, on est des adultes, là, Israël Moutala. Mais la problématique de l'aéroport, postée sur le net, des très belles photos, mais les gens ne comprennent pas trop. Pourquoi ils disent c'est pas beau? Beaucoup de gens disent ils ne sont pas contents de ça. Expliquez un peu ce que c'est ça la fin des travaux pour l'aéroport modulaire. En fait, on ne comprend même pas le terme modulaire. Expliquez un peu. Bon, modulaire, ça veut dire c'est une module, c'est un fragment, une partie de l'ensemble. Donc c'est pas la finalité, c'est pas l'aéroport. Non, c'est pas la finalité, mais bon, mais ce qu'ils ont vu déjà, bon, ils disent que c'est pas terrible. C'est leur choix. Et moi, je me réjouis que les Congolais soient critiques envers ce qui s'est fait en leur nom. Et c'est leur argent. L'argent que dépense le gouvernement n'est pas l'argent de la poche de quelqu'un, c'est l'argent des Congolais. Et donc les Congolais, ils ont des ambitions. Les Congolais, ça voyage à travers le monde. Ça voit des aéroports fabuleux. Et quand ils ont vu... On n'est pas cité quand on voit seulement alors, mais le problème, c'est que... À Addis Abeba, on a la bouche fermée, on a la bouche bée. Tout à fait. Alors justement, quand ils voient ça... N'en parlons même pas des Jobo. Ah, tout à fait. Mais quand justement, les Congolais voient un peu les aéroports par lesquels ils transitent chaque année ici, et puis ils ont vu leur aéroport qu'on a dit moderne et tout ça, bah, ils voient que c'est du menu fretin. C'est du menu fretin. Peut-être on exige trop, on n'a pas d'argent, on fait avec le peu qu'on a. Non, justement, je pense que le gouvernement gagnerait à communiquer en disant voilà. C'est ça, déficit communicationnel. On fait un aéroport avec nos moyens. Nos moyens, on a dégagé un budget par exemple de 600 ou 700 millions de dollars pour un aéroport de tel type. Voilà la maquette finale, voilà la partie qu'on a faite là. Mais alors, on a monté juste les trucs, la petite partie qu'on a vue. Elle n'est pas extraordinaire, elle n'est pas terrible, c'est de plus ordinaire. Il faut dire aussi aujourd'hui, tu parles de 55 ans, et partout, tout ce qu'on va inaugurer, c'est l'échec d'un pays. C'est un pays qui est à genoux. L'hôtel du gouvernement, c'est l'échec du Congo. Aucun architecte congolais, aucun génie congolais. Et même le meuble provient d'Italie, pareil. Aucun. Donc, consommant congolais n'a même pas été exploité dans et donc tout ce qu'on fait ici, ça veut dire que à l'aéroport là-bas, c'est pas un Congolais qui a dessiné les plans. Même l'architecture, la décoration intérieure. Où est le génie congolais? Donc on est nulle part. On est nulle part. Il faut que nous soyons modestes pour que justement nous travaillions à avoir d'abord le basique qui va nous donner justement les moyens de penser notre grandeur. Mais on est loin du compte. On va inaugurer X choses à gauche, Y choses à droite, mais on est loin du compte. Le génie congolais ne s'exprime pas. Maintenant, le rôle du journaliste dans cette période de crise, c'est vrai que le président de la République a reçu les présidents des organes de presse lors des consultations nationales. Et pour nous, à l'UNPC, on a attendu, c'est vrai que l'interprétation, c'est comme la Bible, une Bible, 1000 interprétations, le terme de journaliste nationaliste. C'est vrai que ça
ça soulevait un tollé. Beaucoup de journalistes, en fait, comme moi, personnellement, nous ne comprenons pas très bien ce que ça veut dire ce terme, être journaliste nationaliste. J'ai avec moi des éminents confrères qui vont essayer d'éclairer l'opinion des journalistes qui me suivent et de la nation congolaise. Pascal Onji, être journaliste nationaliste, ça veut dire quoi, au fait? Ne jamais critiquer sa nation, dire toujours du bien de sa nation, porter sa nation à bout de bras. Qu'est-ce que ça veut dire être journaliste nationaliste? Son métier, c'est un métier complexe parce qu'on prend tout le risque possible. Et les analyses que nous faisons ici, c'est pour l'intérêt de la nation. Je ne sais pas s'il fallait me conscientiser pour que je fasse des analyses comme ça. Dans mes analyses, je ne fais jamais le culte des personnalités. Je reste objectif. C'est comme ça qu'on m'a appris. Le fait tel qu'il se présente, je l'analyse tel qu'il se présente devant moi. Point. Alors, si aujourd'hui on doit sortir des concepts pour nous apprendre quoi, je ne sais pas. Mais sinon, nous avons toujours fait, moi personnellement, j'ai toujours fait mon travail très correctement. Mais l'aspect essentiel, parce qu'ils ont pu même échanger avec le chef de l'État. Si on voudrait bien aujourd'hui que les gens, je ne sais pas s'ils doivent changer leurs attitudes, qu'on ne critique plus, c'est bon, mais qu'ils aident également aussi à comprendre, même aujourd'hui, le sens du dialogue en question. Parce qu'ils vont pour le dialogue. Qu'on explique à la population quel type de dialogue le pays organise aujourd'hui. Est-ce qu'il s'agit du dialogue de la main tendue ou du dialogue des résolutions 2098 et de la résolution 2211 dans leurs dispositions, d'abord la disposition 4 pour la résolution 2098 et disposition 20 pour la résolution 2211. C'est là où on responsabilise. D'ailleurs, l'envoyé spécial pour organiser, en tout cas, un cadre d'échange avec toutes les parties qui posent des problèmes au pays de manière à identifier les conflits. Mais tout ça dans le respect de la Constitution. Ça c'est la résolution. Voilà. Aux thématiques de journalistes, c'est vrai que je vais vous repasser la parole. Il y a maintenant des concepts, nous sommes spécialistes en concept en République démocratique du Congo. Hier, je suis allé voir des éminents professeurs pour m'expliquer un peu ce concept de journaliste nationaliste. On m'a dit non, ça ne peut pas être nationaliste, c'est journaliste citoyen. Mais on ne comprend pas trop bien. On ne nous a pas appris à l'école d'être journaliste nationaliste ou journaliste citoyen. Mais dans la pratique, peut-être, la pratique, c'est autre chose. Entre journaliste citoyen et journaliste nationaliste, y a-t-il une différence? Non, moi je vois pas de... D'abord, le journalisme il faudrait que la personne qui a employé le journalisme citoyen puisse justement donner les éléments, décortiquer ce concept. Mais moi je trouve que le concept il est creux. Le journalisme c'est une science. C'est une science qui est universelle. Sociale, donc c'est pas très exactement. Non, mais c'est vrai, c'est une science sociale, elle est universelle. Écoutez, est-ce qu'il y a des médecins nationalistes? Il y a des médecins socialistes, il y a des chauffeurs nationalistes, il y a des chauffeurs nationalistes ou citoyens. C'est quoi ces concepts vides et creux, stupides? Enfin, mais est-ce que... Non, prenons l'exemple... Non, je donne un exemple, justement. Pratique. On a l'impression que on ne montre pas ce qui est fait dans notre pays, en fait. Nous nous focalisons un peu sur ce qui n'est pas fait. Voilà un peu. Et pourtant, il y a des choses qui se font. Le journaliste ne le vend pas. On ne vend pas le bon côté de notre pays. Nous disons que du mal de notre pays. Nous sommes dans un pays où il n'y a pas d'eau, il n'y a pas d'énergie. Que voulez-vous que nous disions? Nous sommes dans un pays où les gens, la majorité des Congolais, les taux d'infertilité maternelle est les plus élevés. Mais nous savons comment mater le taux de croissance à 2 chiffres. Nous ne martelons pas dessus, Pascal. Le gouvernement s'en occupe très bien et la RTNC. Mais enfin, à longueur de journée, écoutez, soyons sérieux dans ce pays une fois pour toutes. Essayons d'être sérieux à un moment. Essayons d'être sérieux. On n'est pas dans la propagande. Ne soyons pas dans la propagande. Écoutez, avant d'être journaliste, on est des citoyens. D'accord? C'est ça, donc on mélange les deux. Journaliste et citoyen. Mais un citoyen, d'abord, j'ai vu dans une cité. Dans une cité qui est la République démocratique du Congo, qui est une chose publique. Et par rapport à cette cité, j'ai une opinion par rapport à la façon dont cette cité est gérée. Mais en tant que journaliste, d'abord les faits sont là. Écoutez, le Congo n'est pas un paradis, bon sang. Il n'est pas un paradis. Vous mettrez des bateaux ici ou des avions, mais le Congo se viderait. Il se viderait. Personne ne voudrait rester ici. Il se viderait. Il y a un cri de désespoir de la jeunesse. À commencer par mes propres enfants. Mais circuler dans les quartiers défavorisés. Il y a des gens qui sont dans une bulle. Entrez à Makala, entrez à Gaba, entrez à Bumbu, entrez dans les rues, vous allez voir le désespoir. Donc c'est chaque parcelle, partout à Lemba, par-ci par-là, c'est chaque parcelle, un petit étal avec 2-3 chikwang, un autre là-bas, du pain. Voilà. Mais il y a la pauvreté, elle est ambiante. Donc vous allez à l'hôpital pour vous soigner, il faut de l'argent. Vous allez enfin les gens meurent. Les gens veulent qu'on vende quoi? Qu'on vende le boulevard?
Pourquoi pas? Bon, Mais c'est vrai problème... qu'on reviendra sur mais ça non, mais, la prochaine. Vendons le boulevard, pourquoi pas? Le problème, Paulette, c'est quoi? Vous regardez d'abord, ça veut dire qu'il faut avoir une perspective. Vous dites que sur le Congo, nous avons 145 000 km de route. Combien ont été construits? Il faut une perspective. On n'en a pas. S'il n'y a pas cette perspective, là, vous présentez juste le bout du boulevard. Or, on ne nous montre pas le chemin à parcourir, vous ne faites rien. Voilà, alors, la télé, c'est le temps. C'est vrai que vraiment, si le temps le permet, le mercredi prochain, je reviendrai sur ça parce que c'est vrai qu'on nous a un peu jeté la pierre dessus. Nous ne vendons pas très bien notre pays. Nous ne disons pas, ce que le gouvernement fait comme travail. Est-ce que vous avez suivi l'émission que Bitakura a tournée? Seulement parce qu'aujourd'hui, il a craché contre ses partenaires d'hier, émission diffusée, rediffusée sur la RTNC 1, RTNC 2, RTNC 3. Et c'est ça, c'est que vous encouragez. Voilà, mesdames et messieurs, ce sont des propos des journalistes, vraiment des gens qui réfléchissent. Il faut des perspectives pour voir où nous allons. Merci donc à Pascal Ouonje de Canal Kin Télévision et à Israël Moutala, journaliste indépendant. Merci à vous tous, mes followers, qui nous aidez avec vos remarques et suggestions sur ma page professionnelle WebPress. Merci à Alain Bolikango et à Maïlo Bumba à la régie. Vraiment avec le même plaisir. Je vous retrouverai le mercredi prochain. Inch'Allah.